Ferguson. No. Get that garbage out of here. 112, 109. Pascal, the three. Good. All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Bonjour, bienvenue pour ce numéro 3 du podcast Dino Talk dédié aux fans des Raptors francophones du monde entier et le podcast qui porte bonheur aux Raptors puisque depuis que nous avons commencé, le bilan est tout simplement de 8 victoires pour 0 défaite, donc on espère que ça va continuer ainsi. Aujourd'hui avec moi des présentations à faire, des nouvelles personnes. On va commencer avec Étienne qui représente Raptors France aujourd'hui. Salut Étienne. Salut Mike, merci beaucoup pour l'invitation. Même question qu'on a posée à tout le monde depuis le début. Est-ce que tu peux nous dire un peu pour toi comment était venue cette passion pour les Raptors, depuis quand? Bien sûr. Moi, la passion pour les Raptors, elle est un petit peu arrivée par hasard, puisque le premier match de NBA que j'ai pu voir en direct à la télé, c'était un match des Raptors, justement, un match de playoff, Game 7 contre Brooklyn, que les Raptors ont perdu d'ailleurs à domicile. Mais je suis tombé amoureux de l'ambiance, je suis tombé amoureux de Jurassic Park, et j'ai trouvé ça incroyable, la passion que les gens pouvaient avoir en dehors de la Scotiabank Arena, enfin du Air Canada Center à l'époque. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'aller à Toronto plusieurs fois depuis. Et voilà, j'ai jamais pu perdre l'amour que j'avais pour les Raptors du premier jour. Avec nous également un nouveau participant, il s'agit de Patrick Bizindavi. Alors Patrick Bizindavi couvrait les Raptors pour une radio francophone de Toronto l'année dernière. On a couvert la saison ensemble et les finales. Et il a obtenu son buyout cet été et il a signé pour... le champion en titre des médias francophones au Canada, avec Radio-Canada, pour qui il travaille dans l'administration. Salut Patrick. Oui, salut Mike, salut à tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir partager sur l'équipe qu'on aime. Moi, ça fait très longtemps que je suis la NBA, pendant plusieurs années, spécialement les Raptors. Ça va faire cette année 18 ans que je suis à Toronto. Donc, c'est une très longue histoire d'amour entre moi et l'équipe des Raptors. Pour la petite histoire, quand je suis venu au Canada, j'ai atterri à Montréal, mais mon objectif, c'était la ville de Toronto parce qu'il y avait les Raptors et aussi, c'était la dernière année de Michael Jordan que je suivais depuis que j'étais adolescent. Malheureusement, j'ai raté son dernier match contre les Raptors. C'était mon rêve de pouvoir voir Michael Jordan, mais j'ai raté Michael Jordan, j'ai vu Kawhi, donc ça a été une bonne compensation. Très bien, merci Patrick. Et avec nous également aujourd'hui, vous commencez à le connaître, c'est sa 3e participation. Alexandre qui représente à la fois Raptors France, Raptors Belgique et ce soir il représentera Raptors Belgique. Salut Alex. Salut Mike, salut à tous. Et aujourd'hui, on a une invitée un peu spéciale. On n'aura pas de fan du jour. On a Mélanie Dana qui est avec nous. Mélanie, elle travaille pour les Raptors Nano 5. Salut Mélanie. Bonjour à tous. On fera ta présentation juste après, car le premier sujet que nous allons aborder pour le premier quart-temps sera justement un petit sujet sur les Raptors Nano 5. Donc, tu vas nous parler de ton expérience avec l'équipe. Ensuite, en deuxième quart-temps, nous allons parler de la série en cours, de la semaine écoulée. 4 victoires, un record historique battu pour le nombre de victoires de suite. On a plein de choses à aborder. À la mi-temps, vous commencez à connaître la chronique d'Alex, l'œil d'Alex, qui nous parlera aujourd'hui d'un sujet trade deadline. C'est ça, Alex? C'est ça. Ok, on reviendra sur la trade deadline. En troisième quart-temps, on reviendra sur les choix de Giannis pour le All-Star Game qui a sélectionné nos Raptors. Et on viendra également sur le Skill Challenge, Pascal Siakam, P-Skills au Skill Challenge, ça ne pouvait pas rêver mieux. Et enfin, pour le 4e quart, on fera une petite preview des 2 matchs à venir cette semaine. Et dans le Money Time, notre jeu habituel maintenant, sur les pronostics. Allez, c'est parti pour le premier quart-temps. Alors, pour débuter, comme je vous ai dit, on est avec Mélanie aujourd'hui. Mélanie, tu es coordinatrice des relations avec la communauté et du développement des joueurs. C'est comme ça qu'on avait réussi à traduire un peu ton poste chez les 905 dans un article qu'on avait fait sur les finales l'année dernière sur les joueurs des 905 qui participaient aux finales NBA. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi consiste ce travail ? Tout à fait, Mike. Alors, comme tu le dis, donc le titre à rallonge comporte 2 axes.
Donc, il y a l'engagement communautaire. Donc, je travaille avec la communauté et je fais en sorte de soutenir des causes et de mettre en place des programmes et des initiatives avec les écoles, avec des hôpitaux, avec des œuvres caritatives. Et en fait, impliquer les joueurs quand c'est possible, essayer d'aligner un petit peu leurs intérêts avec les causes ou les écoles. Et donc, ça permet aux Raptors Nano 5 d'être présents dans la communauté. Et puis, en même temps, on va dire, c'est gratuit. Et puis, ça fait plaisir aux enfants, de manière générale, de voir qu'il y a les Raptors Nano 5 qui viennent et qui les soutiennent. Et le deuxième axe, c'est le développement professionnel des joueurs sur tout ce qui est extra basket, avec la planification d'ateliers. Ça va être des topics ou des sujets assez variés, comme l'entraînement à parler avec les médias, l'utilisation des réseaux sociaux, comment gérer leur budget, visite de musées, rencontres. Et puis là, demain, justement, on a le Internship Day. Donc, c'est un stage dans lequel les joueurs vont passer plusieurs heures après l'entraînement, dans une compagnie de leur choix, justement, pour pouvoir explorer un métier qui les intéresse, un domaine qui les intéresse, qu'ils voudraient poursuivre, soit après leur carrière ou faire ça en parallèle. Je pense en particulier à tout ce qui est l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont assez intéressés dans ça, et ça, c'est ce qu'ils peuvent faire en parallèle de leur carrière. Très bien, merci. Avant de passer au 905, on voulait faire un petit retour sur l'été dernier, car Mélanie, pour ceux qui ne le savent pas, elle est championne NBA. En tant que salariée de MLSE, elle a participé à la parade. Donc Mélanie, je voulais te demander quel était ton meilleur souvenir de la saison dernière et que tu nous parles un petit peu de cette parade qui était assez dingue. Oui, alors donc le meilleur souvenir, Mike, nous étions ensemble et c'était le buzzer beater de Kawhi. Ça, c'était vraiment, vraiment incroyable parce que je pense qu'on réalisait pas et on s'attendait pas à ce que ça arrive. Donc, c'était la folie. Ouais, c'était vraiment le meilleur souvenir au niveau des Raptors. Et puis, on va dire le deuxième, qui est là du coup moins sportif, ou tout aussi sportif en fait, c'était la parade et de tenir 5 heures debout sous le soleil avec plusieurs grammes d'alcool dans le sang. Et ça, c'était assez sportif aussi. Ouais, j'étais avec Chris Boucher, Danny Green et Norman Powell, qui n'était pas le bus le plus agité, contrairement à celui de Marc Gasol. Mais c'était un très, 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 très bon souvenir et on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. Et ouais, on n'a pas vu le temps passer et c'était vraiment, vraiment incroyable. Et pour la petite histoire, la soirée s'est poursuivie dans un hôtel sur Toronto jusqu'à peut-être 11h du soir parce qu'on avait commencé à 9h du matin, donc ça faisait quand même une sacrée longue journée de fête. Et tout le monde était juste dans un état pitoyable, quoi. C'était pas très beau et on n'en pouvait plus. Voilà. Merci pour ce souvenir. On va faire un petit tour également pour se rappeler de bonnes choses. Quels sont vos souvenirs aussi à vous autres de cet été dernier, de ce titre? On va commencer avec Étienne. Moi, je pense que je ne vais pas faire dans l'originalité, mais je vais partir sur le shoot de Kawhi aussi, parce que je trouve qu'il est tellement symbolique de la réussite des Raptors et de l'importance et de l'impact que Kawhi avait sur cette équipe. Surtout sur l'aspect offensif pendant les playoffs. Et voilà, on parle quand même d'un buzzer beater de Game 7. Je pense qu'on se rendra compte dans quelques années à quel point ce shoot était démentiel, important. Enfin, je manque un petit peu de mots pour définir ça parce que je pense que sans ce shoot, les Raptors seraient peut-être pas champions. Et parce qu'on peut jamais vraiment savoir ce qui peut se passer en overtime, c'est toujours compliqué. Butler était très fort sur ce match-là et voilà, je vais évidemment partir sur le shoot de Kawhi pour mon meilleur souvenir de l'an passé. Alex, est-ce que tu pars sur le même souvenir? C'est difficile de retenir autre chose, même si le soir du titre, c'était assez exceptionnel aussi. Je dois avouer que le buzzer beater, en fait, j'étais censé ne pas le regarder. Je prenais l'avion tôt le lendemain, je partais en Angleterre, tout ça, et j'ai dit non, il faut que je regarde ce Game 7, c'est juste pas possible. Et j'ai réveillé toute ma famille dans la maison. C'était la folie. Les pauvres, je m'en excuse encore, mais vraiment, c'était assez impressionnant. Ouais, c'était fou.
c'était fou, historique en fait. C'était surtout le côté, on n'a jamais vu ça, c'est la première fois qu'on assiste à un shoot comme ça, le nombre de rebonds extraordinaires, Matt Devlin à la télé, enfin c'était la folie. Ouais, je crois que c'est surtout le fait que le ballon rebondit. Nous dans la salle, le temps s'est suspendu en fait sur ces 3 rebonds. Et juste avant l'explosion, c'est vrai que c'était dingue. Patrick, as-tu d'autres souvenirs ou toi aussi tu vas retenir? Oui, non, c'était une saison extraordinaire. Et puis nous, on était vraiment parmi les privilégiés d'être là. Moi, le souvenir que je garde, c'était plutôt dans les vestiaires après les matchs, lorsqu'on faisait les entrevues. Mike, tu te souviens, Pascal Siakam, c'était notre favori parce qu'à chaque fois, il était disponible. Et je me souviens plus du match, mais un jour, il était pressé, il devait sortir des vestiaires. Et puis, il est parti sans notre entrevue en français. Et puis, il est arrivé à la porte des vestiaires. Il s'est souvenu qu'il n'a pas fait l'entrevue en français. Et puis, il est retourné pour me chercher. Je l'ai vu me chercher. Il disait, mais Patrick, il est où? Et puis, quand il m'a vu, il m'a dit, est-ce que tu veux faire l'entrevue? J'ai dit, oui. Donc là, c'était vraiment assez extraordinaire de voir comment il s'est souvenu qu'il devait faire l'entrevue en français. Et puis, qu'il est revenu de vestiaire pour me chercher pour faire l'entrevue. Et là, j'ai dit, je suis devenu l'ami de Siakam. Et c'était vraiment extraordinaire. Tu te souviens, Mike, qu'un jour, je pense que c'était en finale, toi et moi, on n'était pas là. Et puis, lui, il a réclamé une question en français. Et là, la vidéo est partie partout. Et là, je me suis dit, là, on a fait du bon travail. Le fait que lui-même, il réclame des questions en français. Alors, ça a établi notre crédibilité, moi et Mike, qu'on était là toute la saison à poser des questions en français. C'était vraiment extraordinaire de vivre tout ça. Et puis, les entrevues avec les autres joueurs francophones, Ibaka et les équipes adverses. C'était vraiment extraordinaire de pouvoir vivre ça en français. Donc, ce qui n'était pas le cas les autres saisons. Et puis, le fait qu'ils aient gagné la coupe et qu'on soit là pour voir. C'est vrai, comme Mélanie l'a dit, le dernier match, c'était pas à domicile, mais quand même, c'était une saison extraordinaire que c'est quelque chose que je vais raconter à mes grands-enfants, que j'étais là, j'étais témoin de l'histoire. Je me rappelle bien du moment où Siakam avait demandé des questions en français. C'était un jour de shoot-around et c'est vrai qu'on n'allait pas forcément à tous les shoot-around, même pendant les finales. Et ouais, c'était assez marrant et ça a été même repris, je me rappelle, à l'Express. Ils avaient dit oh, tu as vu, Pascal, il a réclamé des questions en français. Et Pascal a même eu une récompense de la part de la presse francophone canadienne. J'ai vu dernièrement, il a eu un award pour sa contribution à la francophonie au Canada. Parce qu'il avait demandé des questions en français. Alors que c'était plus sur le ton de la blague, c'est pas non plus, il voulait absolument des questions, mais ça a été retenu par la presse francophone du Canada. C'est vrai que c'était génial. Donc, Mike, toi et moi, on devrait réclamer un prix quelconque, je ne sais pas lequel, mais... Ouais, c'est vrai, c'est nous qui avons contribué à ça, en vrai. Ouais, c'est ça. On va glisser à moi, Mélanie. Merci à tous pour tous ces souvenirs. On va passer à notre page 905 maintenant. Et pour introduire ça, j'avais un petit son que j'ai pris avec Chris Boucher hier qui m'a fait part de son sentiment sur les 905. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Ouais, ça m'a montré la confiance, ça m'a un peu aidé à m'ajuster au jeu et voir ce que je pouvais faire pour aider l'équipe si j'avais la chance d'aller au prochain niveau. Alors, je pense que 905, c'est une bonne place pour se développer et avoir de l'expérience de jeu. Alors oui, les 905, c'est un bon endroit pour se développer. C'est la marque de fabrique un peu des Raptors. Mélanie, selon toi, qu'est-ce qui fait la force des 905? Pourquoi ça marche si bien à Toronto? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, à commencer par la proximité entre les deux équipes, ce qui permet que les joueurs puissent être avec les 905 dans la matinée, faire un entraînement et puis aller juste après avec les Raptors ou vice-versa. Donc, le fait qu'il y ait pas cette différenciation, qu'il n'y ait pas vraiment deux groupes distincts, je pense que ça permet qu'il y ait une ambiance, une atmosphère globale. Il y a aussi le fait que le coach actuel, Jama, et même le précédent coach, Jerry Stackhouse, étaient tous les deux issus de la formation Raptors. Donc, c'est la même philosophie, c'est la même culture, travaillent sur les mêmes systèmes de jeu. Et en fait, la culture
culture que Masai a mis en place avec l'équipe principale, là, on l'a juste reproduit à plus petite échelle au niveau de la G-League. Et ce qui fait que ça permet une très bonne collaboration, on communique énormément. Donc, les joueurs font beaucoup d'allers-retours, ce qui est pas le cas, par exemple, pour Miami. Leur équipe de G-League, c'est Sioux Falls, qui est à des milliers de kilomètres. Nous, c'est vrai qu'on fait des entraînements à OVO Center. Donc, les coachs des Raptors sont là et puis ils regardent un petit peu comment on travaille, ils vont donner leur avis, ils viennent aussi à des matchs. Nick Nurse est venu 3 fois, je pense, 3 fois cette saison pour l'instant. Il y a les coachs, le coaching staff, le staff médical aussi communique beaucoup. Et donc, je pense qu'en fait, on fait tous partie vraiment de la même famille et ce qui permet d'entretenir la pipeline, en fait. Et qu'il y a une bonne adaptation quand les joueurs arrivent aux Raptors. C'est pas un choc de culture, on va dire. Très bien. Et par rapport à ton travail, je voulais te demander, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué humainement, avec qui tu as eu de très bonnes relations? On va dire principalement avec tous. Après, je sais pas si c'est la culture canadienne, mais je pense que c'est plus facile d'établir une bonne connexion avec les joueurs canadiens plutôt qu'avec joueurs canadiens et étrangers, plutôt qu'avec les joueurs américains qui sont beaucoup plus concentrés sur leur carrière et le fait d'accéder au prochain niveau, de pouvoir accéder à la NBA. Les joueurs canadiens, bon, ils savent que s'ils sont en G-League, c'est que forcément ils sont pas, c'est pas les meilleurs des joueurs canadiens parce que les autres ont fait directement NCAA, ont été draftés et ceux qu'on a eu avec les Nano-Five, donc je pense à Kazakin ou à Ron Best ou même là avec Joel Messi, on va dire c'est des joueurs qui sont peut-être un peu plus humbles et qui du coup sont plus réceptifs sur les choses que moi je vais mettre en place pour leur développement ou même l'engagement communautaire. Eux ça leur parle plus qu'un Américain qui va aller dans un community center et qui sait pas forcément ou qui a pas forcément d'attache. Donc ça se passe mieux habituellement avec les joueurs canadiens et puis avec les joueurs étrangers également parce que étrangers non américains, parce que moi aussi étant étrangère, je pense qu'on a comme une sorte de connexion et je vais essayer de les aider sur comment est la culture canadienne, comment essayer de comprendre certaines choses. Donc ouais, je dirais plus canadiens et joueurs étrangers. Après il y a les joueurs qui sont un peu plus matures ou posés dans leur carrière avec qui ça se passe aussi très très bien, mais et puis les joueurs francophones. Les joueurs francophones, là, c'est sûr que ce sont mes préférés. Et tu parlais des Américains. Est-ce que des fois, tu as eu des mauvaises expériences avec, sans citer de nom, bien sûr, avec des joueurs qui ne voulaient pas entendre parler du développement hors basket, ils étaient concentrés à fond sur leur carrière et ça les intéressait pas ce que tu avais à leur dire, par exemple? Mal passé, en fait, je pense pas qu'il y en a à qui ça s'est vraiment mal passé, mais qui vont être un peu plus réticents. Il y en a toujours un ou deux. Cette année, étrangement, il y en a pas. Mais mes 2 précédentes saisons, vu que là c'est ma 3e saison, les 2 saisons précédentes, il y avait toujours un ou deux où il faut juste un peu plus pousser et puis il faut mettre dans la confidence, on va dire, le GM ou le coach à dire que tel joueur. C'est vrai que ça arrivait avec un joueur qui devait faire quelque chose qui était obligatoire au niveau de la ligue et qui le faisait toujours pas. Et j'en ai parlé au coach, à Jerry Stackhouse à l'époque, et puis qui a dit c'était un des bigs. Et elle a dit c'est pas grave, il joue pas le prochain match. Et alors que on a vraiment besoin de lui, quoi. Et elle a dit non, moi à partir du moment où on respecte pas les règles, dans ce cas-là tu joues pas. Et donc on va dire que dans l'heure le joueur m'a appelé. Alors comment je dois faire ça, explique-moi encore. Enfin ça s'est très vite résolu, mais après, c'est vrai que c'est dommage de devoir aller snitch un petit peu pour dire tel il veut pas faire ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est souvent avec les Américains, malheureusement. Parlons un peu de la saison maintenant. Après 2 grosses saisons, même peut-être 3 depuis le titre, les Raptors Nano-Five étaient toujours en play-off. Cette année, c'est plus compliqué. Ils sont classés 11e avec un bilan de 15 victoires pour 19 défaites. À l'image des Raptors, ils ont eu beaucoup de blessés également et beaucoup d'allers-retours des joueurs G-League, NBA, ça c'est le quotidien par contre. Comment t'expliques cette saison un peu plus compliquée cette année? Oui, tu l'as dit, les blessures, les nombreuses blessures, les changements. On a eu quand même pas mal de changements dans l'équipe et puis du coup à chaque fois c'est devoir se réajuster. Je pense que coacher en G-League, ça doit être vraiment, vraiment très compliqué. C'est vraiment compliqué parce que en fait à chaque match tu sais jamais quel va être
quelle va être ta line-up en fait. Tu sais pas si tu vas avoir des joueurs qui viennent des Raptors, si tes deux joueurs des two-way, ils vont être appelés au dernier moment ou s'ils ont joué la veille, c'était pas prévu, du coup ils sont un petit peu moins frais que prévu. Je pense que ouais, c'est un peu une accumulation de tout ça qui fait que et puis on n'a pas eu de big pendant presque la première partie de saison, donc on va dire que ça nous a un peu fait du mal. Oui, tout à fait, avec la blessure. Enfin, Dewan Hernandez était le seul vrai intérieur, vraiment, et il a presque... c'est pas un joueur des Raptors Nano 5, donc c'est quand on l'avait, quoi. C'est un two-way, c'est vrai. Non, c'était plus a signing. Ah non, à signing, c'est vrai. C'est plus alors Sagaba Konaté qui était censé être le pivot et qui a raté la moitié du début de saison. En revanche, ça va beaucoup mieux depuis le recrutement de Ellenson au poste de pivot. Les 905 restent sur 4 victoires lors des 5 derniers matchs. Je vais un peu faire appel aux autres. Est-ce que vous suivez un peu la 905 ou est-ce que c'est quelque chose que vous jetez juste un coup d'œil? Il n'y a pas de problème à être C'est vrai que pour moi, quand ils ont gagné la Coupe, je suivais les matchs des playoffs et puis même le dernier match, je l'ai regardé quand ils ont gagné la Coupe de G-League. Mais je regarde moins par rapport à l'équipe senior, mais je sais ce qui se passe et puis comme Mélanie a dit, c'est pas loin, c'est juste ici à côté. Et donc, j'ai eu même l'occasion, grâce à Mélanie, d'aller voir un match avec des jeunes francophones de Toronto qu'on a pu organiser l'année passée. Puis, c'était un match qu'ils ont organisé pendant la période des petites vacances de mars. On a amené des jeunes francophones voir le match. Donc, je les suis de près, mais pas aussi que les Raptors, l'équipe senior. Mais je sais que, comme tu l'as dit, Mike, cette année, l'équipe est moins performante pour les raisons que Mélanie a proposées. Puis, je suis allé comme 2 ou 3 fois à leur stade. C'était pour d'autres raisons, mais Mélanie m'a fait le tour et puis j'ai pu rencontrer quelques joueurs. Il y avait des francophones l'année passée qu'on a pu parler. Puis, c'était vraiment une bonne expérience de pouvoir être tout près et puis de parler à ces joueurs-là. Etienne, tu avais assisté à un match des 905 l'année dernière quand vous étiez venu avec Raptors France. C'est ça, on était tous ensemble d'ailleurs. J'avais beaucoup aimé parce que déjà c'était le jour des enfants, donc une grosse ambiance dans la salle, c'était vraiment très agréable. On avait pu parler d'ailleurs avec Chris Boucher après, qui était très accessible, très, très agréable et qui avait d'ailleurs un petit peu dit ce que tu nous as fait écouter tout à l'heure sur le développement des joueurs en G-League, sur l'importance que cette ligue avait pour certains joueurs qui du coup avaient accès après à la NBA. Et voilà, après pour revenir sur les 905 en général et sur la G-League en général, je ne suis pas beaucoup. J'essaie quand même de me tenir au courant des résultats des 905 et des performances des joueurs qui sont en two-way contract ou qui font un petit peu les allers-retours. Mais la NBA me prend beaucoup de temps, donc voilà, je n'arrive pas à suivre autant que je le souhaiterais. Mais c'est toujours bien de voir que certains joueurs des 905 peut-être plus que dans d'autres équipes de G-League, arrivent à assurer des perfs très bonnes en G-League et qui se traduisent un petit peu en NBA. Enfin, je pense à Chris Boucher qui l'an passé était monumental en G-League, quasiment 30 points de moyenne, je crois, MVP et défenseur de l'année, et qui me semble être un joueur de rotation, sans aucun problème, un joueur NBA, quoi. Alex, le mot de la fin sur les 905? Ouais, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, comme l'a dit Etienne, en France déjà c'est assez compliqué. Suivre la NBA, c'est déjà parfois compliqué avec le décalage horaire. Après, cette année, c'est la première année que je ne regarde aucun match en direct, parce que j'ai une Wi-Fi tellement dégueulasse que ça ne sert à rien. Donc je préfère télécharger les replays et les regarder le lendemain. Mais donc du coup, voir les 905, c'est compliqué. Mais c'est vrai que moi aussi, je me tiens un minimum quand même au courant des résultats, des performances, tout ça, parce que je suis assez conscient quand même effectivement de l'importance des 905 dans la réussite des Raptors. Il n'y a qu'à voir ce que sont devenus Fred VanVleet et Pascal Siakam après leur passage pour le comprendre. Très bien. Et pour finir, dernière question pour Mélanie sur les 905. Est-ce que tu penses que c'est encore faisable pour les playoffs? Ils ne sont pas si loin que ça du 8e. Oui, non, c'est encore faisable. Bon, après, ça voudrait dire qu'il faut gagner tous nos matchs et que les équipes perdent leurs matchs. Non, mais c'est encore faisable et c'est vrai que l'arrivée, comme tu le disais, de Henry,
ou Henry Ellenson, ça a quand même changé pas mal, ça a fait une nouvelle dynamique. Donc espérons qu'on puisse un petit peu surfer sur cette vague pour accumuler les victoires et accrocher une place en play-off, parce que c'est vrai que ce serait la première fois là, qu'on puisse pas accéder en play-off, bien que ce n'est pas une priorité pour les Raptors, que les Nano 5 soient en play-off. Eux, tout ce qui les importe, c'est vraiment le développement des joueurs qu'on a actuellement. Donc après, les résultats, ils sont vraiment pas regardants. On passe au deuxième quart-temps. On va revenir sur cette semaine, plutôt très bonne, avec 4 victoires. Un record de 14 victoires de suite. Kyle Lowry qui est devenu le 3e scoreur de l'histoire des Raptors en passant devant Vince Carter face à Indiana. Record de victoires à l'extérieur consécutives également dans l'histoire du club. Terence Davis, record en carrière, 31 points contre Chicago. Et Matt Thomas, hier soir, record en carrière avec 15 contre Brooklyn. Dites-moi un peu tous, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? C'était bonne semaine, mais assez dure parce que y a eu la blessure de Kyle Lowry. Mais moi, c'est vraiment impressionnant de voir la résilience de cette équipe parce que peu importe qui joue, qui ne joue pas, Nick Nurse parvient à faire sa magie. Et je pense que ça revient à ce que Mélanie disait. Il a été coach d'une équipe de D-League à l'époque. Donc ça c'est peut-être ça qu'il a préparé à faire face à ce qu'il vit présentement, parce que lui-même il le dit que à chaque fois qu'il venait au match, il ne savait pas quel joueur il allait mettre dans le jeu, ce qui faisait que il est très très créatif parce que il a été mis dans une situation où il doit survivre chaque fois et ça c'est visible dans les matchs que nous avons vus, et on ne sait pas qui va être le meilleur du match. Aujourd'hui, ça peut être Davis. Le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. Mais je pense que les gens qui sont qui doutent des Raptors, je pense qu'ils ont prouvé ce qu'ils peuvent faire. Quels que soient les joueurs qui sont là, ils parviennent à bien défendre. Ils parviennent à gagner des matchs. C'est vrai qu'il y avait des matchs très serrés comme contre Brooklyn ou bien contre Indiana. Mais le fait déjà, on est à 14 victoires déjà de suite. C'est extraordinaire ce que l'équipe peut faire. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir voir la pause de All-Star pour qu'il puisse se reposer et qu'à la fin, on peut avoir l'équipe au complet. Et c'était le cas même l'année passée. Il y a eu tellement de blessures qu'il a dû être très créatif et ça a payé lors des playoffs. Et au début de cette saison, Nick Nurse n'était pas très content de ses joueurs de banc parce qu'ils ont dit que durant le training camp, il n'était pas très content de ses joueurs. Mais à cause des blessures, les joueurs se sont rattrapés parce qu'ils devraient absolument jouer parce qu'il n'y avait personne pour jouer. Et ça a contribué au développement des joueurs du banc qui font que lorsque tu joues, tu ne joues pas. Hier, c'était le match d'hier, je pense que Thomas, il a vraiment marqué de bons paniers. Il joue rarement, mais tu vois, chaque fois qu'il est là-dedans, qu'il a une occasion de tirer, il est très très précis, et ça c'est vraiment très remarquable du développement des joueurs des Raptors. Malgré les blessures, malgré les coups durs, ils parviennent à gagner, et c'est vraiment c'est l'équipe à battre. Le fait que les Milwaukee soient devant, c'est vrai, c'est la saison, mais durant les playoffs, les Raptors vont faire du bruit. Moi, je suis vraiment confiant de cette équipe. Et le fait que Masai a décidé de garder la même équipe pour cette saison, c'est que lui-même, il fait confiance à ses joueurs, à l'équipe des entraîneurs. Et j'ai un bon pressentiment pour cette saison. C'est vrai que c'est un peu ce qui ressort de cette semaine, c'est la philosophie de cette équipe, c'est vraiment next man up, quoi. Il y a un blessé, il y a un joueur qui tombe, et ben c'est pas grave, le suivant prend sa place et puis et contribue tout de suite. Matt Thomas, Terence Davis qui a fait de gros matchs. Mention spéciale à la défense de Giannunoby hier soir qui nous a fait évacuer bien des sueurs, je pense. Une pépite cette action-là. Parfait. C'est vrai que le fait que Nick Nurse ait coaché en D-League, en Angleterre, et était longtemps assistant de Dwayne Casey à l'époque,
Ça joue beaucoup, je pense. Cette philosophie de c'est pas grave, les gars, on y va, on continue. Peu importe ce qui se passe, on y va et on mourra avec nos idées s'il faut. Pour le moment, ça paye, même si on a senti une baisse d'énergie hier en fin de match. C'est normal, hein, après une semaine comme ça, 14 victoires d'affilée, on était en back-to-back, revenir d'Indiana. Je pense que le fait qu'il n'y ait que 2 matchs la semaine prochaine et le break du All-Star Game va faire du bien. Oui, tout à fait. Les joueurs qui ne vont pas jouer au match au All-Star Game vont avoir 8 jours de repos. Je crois que c'est rarement vu dans une saison NBA et c'est vraiment bien cette adaptation du calendrier. J'ai pas ce souvenir. Peut-être c'est depuis l'année dernière qu'ils ont fait ça. T'en rappelles, Étienne? Ça me dit rien. Mais en fait, je suis déjà très surpris que le staff accorde 8 jours de repos aux joueurs. Enfin, 8 jours consécutifs, je veux dire. Et je trouve ça très bien parce que avec le nombre de blessés, il y a des joueurs qui ont vraiment donné beaucoup. Bon, il s'avère que au final, les joueurs qui ont vraiment beaucoup joué, c'est ceux qui vont également jouer à Chicago, mais c'est bien qu'ils puissent se reposer un petit peu pour attaquer le sprint de finale de fin de saison. Et je pense que ça permet aussi au staff de se reposer, vu qu'ils vont enchaîner en fait. Ils ont certainement aussi besoin d'un ou 2 jours. Je pense que ça fait 2 saisons qu'ils donnent 8 jours. Avant, c'était juste en fin de semaine. Et je me souviens, LeBron James, il était parmi les joueurs qui ont réclamé une semaine parce que c'est très fatigant pour les joueurs qui participent aux festivités du All-Star parce qu'ils arrivent vendredi, samedi, dimanche et c'est du non-stop. Parce que c'est pas juste les matchs. Il y a beaucoup d'activités, que ce soit en termes d'activités communautaires, des activités des médias, les sponsors. Donc, à la fin du match de dimanche, ils sont tellement fatigués que c'est très difficile pour eux de pouvoir jouer 2 jours après. Et donc, LeBron James était parmi les joueurs qui ont réclamé d'avoir des jours additionnels de repos pour que les joueurs qui ont participé aux festivités du All-Star puissent avoir un peu de repos avant de reprendre la deuxième phase du championnat. Et je pense que ça fait du sens. Oui, tout à fait. Pour revenir un peu à la série des Raptors, j'avais relevé une statistique. Sur les 13 équipes NBA qui ont réalisé une série de 14 victoires de suite depuis la saison 2009-2010, 9 d'entre elles sont allées en finale de conférence, 5 en finale et 4 ont gagné le titre. Et cette année, les Bucks et les Raptors ont réalisé une série de plus de 14 victoires. Donc, on peut être optimiste pour la suite. Il me semble que les Bucks ont fait 18, je crois, non? 18, ouais, tout à fait. 18, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Quelqu'un a quelque chose à ajouter, un petit point particulier à aborder? Moi, je voulais juste revenir sur un petit point. Je vais jouer un petit peu l'avocat du diable sur cette semaine et trouver un minuscule petit truc à redire. C'est sur le match contre Indiana à domicile, le premier match de la double confrontation. Sur le deuxième quart-temps des Raptors, que j'ai vraiment pas reconnu l'équipe. J'ai trouvé ça très bizarre et j'avais ce minuscule coup de gueule contre Nick Nurse qui a laissé beaucoup de minutes, un 5 composé que des joueurs du banc, et on a vraiment pris un gros écart sur ce moment-là. Je sais d'ailleurs toujours pas comment on a fait pour gagner ce match-là avec 19 points d'écart à 13 minutes de la fin, même si on a déjà remonté 30 points. Mais voilà, c'était juste un petit truc comme ça, mais sinon j'ai trouvé l'équipe incroyable contre Chicago, même si l'adversaire était moins fort, mais j'ai trouvé qu'on avait fait un très bon match collectif avec un Terence Davis incroyable, qui a d'ailleurs continué sur toute la semaine avec un très bon match hier contre Brooklyn et à Indiana il y a 2 jours. Un petit peu inquiet pour la blessure de Kyle, même si ça n'a pas l'air très très grave, mais j'espère qu'il ne ratera pas beaucoup de matchs. Mais sinon voilà, semaine parfaite, 4-0. Si je ne me trompe pas, juste le 5 composé uniquement de joueurs du banc dont tu parles, Étienne, c'est pas celui qui a fait une bonne partie du deuxième quart-temps hier contre Brooklyn aussi. Mako, Thomas, Davis, Rondae Hollis-Jefferson et Chris Boucher. Ça reste Brooklyn, c'est pas Indiana, mais ça fait partie aussi des choses à mettre en œuvre pour impliquer tout le monde, et puis c'est le genre de joueurs qui pourront être utiles aussi à ressortir en play-off en cas de besoin. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est juste que voilà, sur cette confrontation avec Indiana, je pense que quand il a vu que ça se compliquait, notamment au niveau du secteur intérieur, on prenait beaucoup de paniers dans la raquette.
voilà, je pense que ça aurait pu peut-être se terminer 1 ou 2 minutes avant, mais bon, au final, on a gagné, c'est le principal. Oui, c'est vrai qu'à titre de comparaison, le secteur intérieur d'Indiana, c'est pas comparable avec Brooklyn. Mais moi, personnellement, je suis assez fan de ces essais de Nick Nurse et on en avait déjà parlé dans un podcast précédent. C'est bien qu'il responsabilise les joueurs dans des moments qui comptent plutôt que leur donner du temps de jeu dans des garbage time où on sait que ils jouent contre les remplaçants des remplaçants adverses et ça leur apporte pas forcément grand-chose. Donc voilà, et pour en revenir à Terence Davis, juste ses stats sur les 4 matchs, c'est juste hallucinant. En fait, c'est depuis il y a eu l'annonce du fait qu'il n'était pas sélectionné pour le Rising Star. Il tourne à 19,7 points, 5,7 rebonds, 1,2 passes et une interception, mais c'est pourcentages au tir qui sont juste hallucinants. 60% en général, 61 à 3 points, mais c'est juste hallucinant, quoi. 61% à 3 points. Juste, la phrase n'a aucun sens. Justement, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, ils ont peut-être leur raison, mais statistiquement, même, je ne sais pas comment ils ont pu faire sans Davis. Vraiment, ça m'a... C'était la première chose qui m'a vraiment surprise dans la sélection, pourquoi ils n'ont pas passé à Davis. Là, je n'ai aucune idée. Mais là, il a le dernier mot, à ce qu'on puisse voir. Il a le dernier mot. Et en tout cas, c'est un message qu'il a donné. Le message est très clair. Ces mots, c'est la fin du deuxième quart-temps. On va passer à la petite chronique d'Alex. L'œil d'Alex, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la trade deadline, même si on n'a pas été très actif côté Raptors cette année. Je vais essayer d'expliquer, entre guillemets, pourquoi Masai Ujiri a décidé de ne pas bouger lors de cette trade deadline. Et pour ça, on va comparer avec la saison dernière, ce qui s'est passé avec la saison dernière. Donc, à la même époque, le bilan des Raptors était à peu près équivalent à celui de cette saison. Cette année, on a seulement une victoire de plus. Mais l'année dernière, il y avait la présence de Kawhi Leonard et Danny Green dans le roster. Donc, bon, difficile d'en attendre moins des Raptors à cette époque. Et pourtant, Masai avait déjà en tête de tout faire pour améliorer le roster, quoi qu'il en coûte, jusqu'au bout. Et avec les mouvements orchestrés par Milwaukee et Philadelphie, il a décidé de faire venir Marc Gasol, qui était un renfort de poids et une modification extrêmement importante dans le roster. Je vais comparer un petit peu avec quelques stats. L'an dernier, l'attaque des Raptors tournait à 113,9 points par match au moment de la trade deadline. Cette année, on est à 112,7, donc on est semblable, mais la défense s'est considérablement améliorée. Elle était à 108,5 points encaissés l'an dernier contre 106,1 cette année. Les pourcentages restent à peu près semblables, mais c'est vraiment la défense qui est assez impressionnante. Et c'est vrai qu'une des choses qu'on entendait cette année après le départ de Kawhi, c'était que cette équipe allait continuer à bien défendre, mais que c'était dans les moments difficiles où en attaque on allait peut-être pêcher de ne pas avoir ce joueur extraordinaire capable de nous sortir des shoots comme on a parlé de celui au buzzer contre Philadelphie. Sauf que cette saison, l'équipe elle tourne parfaitement bien malgré les blessures. Toronto est toujours accroché à la seconde place à l'Est, ce qui, je dois l'avouer à mon avis, aide beaucoup Milwaukee. Ça doit clairement leur donner aucune pression de voir que les champions sont loin derrière et que Toronto reste du coup l'équipe à abattre pour accrocher la seconde place et avoir l'avantage du terrain le plus loin possible en play-off. Ça doit surprendre aussi beaucoup de spécialistes qui prévoyaient une saison bien plus compliquée pour les Raptors. Voilà, le petit pic aux médias, il est envoyé. Le bilan est donc semblable, comme je l'ai dit, mais dans le jeu, c'est encore mieux. La défense est toujours plus efficace et l'attaque fait toujours ses preuves et les jeunes qui sortent de nulle part, Terence Davis, on en a parlé, Matt Thomas, tout ça. Pourquoi Masai n'a pas bougé cette année ? La raison principale, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui aurait apporté un réel plus au roster, contrairement à Marc Gasol l'an passé. Il y a bien eu des rumeurs autour de Jrue Holiday, mais rien de bien sérieux. Je sais qu'Étienne, tu aurais adoré, mais rien n'était très, très officiel. Du coup, il n'y avait aucune raison de chambouler fondamentalement ce roster qui fonctionne correctement. De plus qu'à part le 8 de Miami, et encore, on en parlera peut-être, aucun véritable contender à l'Est ne s'est renforcé. Boston n'a pas bougé, Milwaukee n'a pas bougé, Philadelphie a fait quelques mouvements, mais rien de bien sensationnel. Du coup, à défaut de tout changer, Masai Ujiri a préféré jouer la carte de la continuité et je pense que c'est une bonne solution parce que ça ne peut qu'apporter que plus de confiance à tout ce groupe avant les playoffs. Et on sait que dans les moments compliqués, savoir qu'on peut compter sur les 15 joueurs du roster, ça peut faire la différence. Moi, je pense que Miami a quand même s'est renforcé avec Iguodala et Jay Crowder. L'équipe de Miami était déjà forte. Le fait d'ajouter des vétérans qui ont de l'expérience et puis un champion comme Iguodala, je pense que c'est une équipe qui veut gagner cette saison. Et puis ils ont un système, ils ont une culture qu'ils ont établie depuis longtemps. La présence de Pat Riley et puis
l'un des coachs qui sont là depuis longtemps. Je pense que Miami, s'il n'y a pas de blessure, je pense que ce sera une équipe qu'il faudra compter sur, surtout au niveau des playoffs. Même au niveau du classement, ils ne sont pas très loin. Je pense que à l'Est, comme tu as dit, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais côté Miami, je pense qu'ils se sont mis dans une situation où ils peuvent vraiment gagner, surtout des joueurs d'expérience qui ont eu des batailles dans le passé au niveau des playoffs. Je pense que Miami a une bonne chance d'avancer cette saison. Je suis assez d'accord avec Patrick sur l'apport des joueurs d'expérience du côté de Miami, notamment Jake Crowder. J'ai toujours beaucoup apprécié ce joueur et je pense qu'il peut faire beaucoup de bien à cette équipe et pour rebondir un petit peu sur l'aspect trade deadline du côté des Raptors et effectivement la rumeur Jrue Holiday, pour ceux qui me connaissent personnellement savent l'amour que je porte à Jrue Holiday et à ce type de joueur, mais même sans aller jusqu'à Jrue Holiday, je pense que un petit ajout notamment en termes de création balle en main aurait pu être important parce qu'on se rend compte que par séquence Toronto a un petit peu de mal à gérer l'offense et vraiment à mettre en place le jeu en lui-même. Ça passe principalement par Kyle Lowry qui est fabuleux dans ce domaine-là. Fred que je trouve un peu plus en difficulté cette année sur cet aspect-là et Terence Davis qui me surprend de jour en jour. Mais voilà. Après, je fais plus confiance à Masai qu'en mes connaissances basket et je considère que si pour lui il y avait rien à changer, c'est qu'il y avait rien à changer. Donc voilà, je crois en mon équipe. J'attends de voir ce que ça va donner en play-off. J'ai très très hâte de voir comment une équipe qui a connu un titre NBA et qui a perdu sa star va s'adapter face à un jeu qui, on le sait tous, sera plus serré avec une rotation un peu diminuée et voilà, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Je crois qu'on a fait le tour pour cette mi-temps. C'est une longue mi-temps. On va passer au troisième quart-temps. Parlons un peu du All-Star Game maintenant et des picks de LeBron James et Giannis. C'est simple, déjà pour les 5 de départ, ça sera Est contre Ouest. Ils n'ont pas choisi de joueurs de la conférence opposée. On peut remarquer que Giannis, il y a un truc super sympa qui a choisi Embiid en premier et Siakam en disant My African Brother. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et qui a passé Harden en disant j'ai besoin de quelqu'un qui passe la balle. Ça, c'était assez marrant aussi. Surtout qu'il lui passe la balle à lui parce que lui, je crois, il a un usage aussi important que Harden. Donc, il a besoin de joueurs qui lui passent la balle. Et au niveau des remplaçants, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a pris vraiment des gros défenseurs. Il a pris tous les défenseurs disponibles. Middleton, Adebayo, Gobert, Butler, Lowry, Ingram, Mitchell. Et quand je regarde l'équipe d'en face, en comparaison, je ne vois pas de joueur qui est meilleur défenseur que l'autre. Donc, quel est votre avis un peu sur ces choix de Giannis ? Personnellement, j'ai beaucoup apprécié, puisque j'attendais le All-Star Game, j'accorde pas forcément une grosse importance, mais en fait, je trouve qu'il est plus important pour les joueurs en eux-mêmes que pour les fans, parce qu'on sait tous qu'on ne va pas forcément assister à un match de basket, mais je trouve que pour la confiance d'un joueur et pour qu'il puisse avoir accès à la reconnaissance, c'est vraiment primordial. Donc c'est pour ça que je suis très content que Siakam soit All-Star. Et puis voilà, le fait que Giannis choisisse Siakam et Lowry, c'est un petit clin d'œil à toutes les rumeurs qui sont en train de sortir sur une possible volonté de Masai Ujiri en 2021. Clin d'œil pour ceux qui voient de quoi je parle. Et non, ouais, je pense que c'est très très cool de la part de Giannis d'avoir dit My African Brother. Je suis vraiment en fait je pense que c'est un aspect vraiment important pour Giannis, qui parlait de ça quand il était à Paris en disant qu'il était probablement le joueur le plus global de la NBA, enfin le joueur le plus international, et ce qui est probablement la vérité, et voilà, c'est signe que la NBA se développe vraiment à l'international et que maintenant dans le top 10 je pense qu'on peut dénombrer quasiment la moitié de joueurs internationaux, il y a 5 ans on n'aurait jamais pu imaginer quelque chose comme ça. Et voilà, c'était simplement ce petit côté un peu extra sportif que je trouve vraiment sympa dans la sélection du All-Star Game. Oui, je pense aussi que le fait qu'il ait choisi Siakam et Lowry, ça montre du respect qu'il a pour ces joueurs-là, qui, même quand il a choisi Lowry, il a dit que c'était
parmi les gens qui l'ont bloqué à être en finale. Je pense que le fait déjà qu'il y a 2 joueurs des Raptors et que le coach soit Nick Nurse, ça en dit long. Donc moi, c'est vrai que le All-Star Game, ça n'a pas une aussi grande importance que les matchs de saison. Mais là, je sais que quand je vais regarder le match, je serai quasiment Team Giannis parce que là, on a vraiment du penchant là. Mais pouvoir voir une équipe qui a LeBron et Kawhi dans la même équipe, je pense qu'il y a des choses à voir, mais je pense que, comme Mike a dit, les défenseurs sont du côté Team Giannis. Ce sera vraiment intéressant de voir ce que Nick Nurse va faire faire jouer les joueurs des Raptors ensemble. Et puis, le fait qu'ils aient changé le format du match, ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler parce que les dernières années, le All-Star Game, c'était vraiment pas un bon spectacle à voir. C'était comme ils ne voulaient même pas jouer la défense, ils ne veulent même pas participer. C'est comme si c'est juste une formalité. Mais le fait qu'ils ont changé le format justement pour donner honneur à Kobe Bryant, mais c'est nouveau. Donc, je suis curieux de voir comment ça va se présenter, ce match-là. Oui, c'est vrai que les changements de règles vont être très intéressants à voir. Moi, je dois admettre que s'il y a bien un des changements qui ont été proposés par la NBA ces dernières années qui me plaît particulièrement, c'est cette histoire de sélection des équipes en mode 2 capitaines qui choisissent tour à tour leur coéquipier. On est vraiment dans cet esprit de cours de récré où on compose son équipe, chacun à leur tour. Il y a le côté retour un peu au playground qui me plaît beaucoup. Non, le fait que Giannis ait sélectionné les deux Raptors avec lui. Mais après, il a choisi les deux de Miami aussi, hein, donc on peut le voir dans l'autre sens. Hein. Faut être conscient, c'est une bonne chose, ça fait toujours sourire de voir ce genre de compliments. Je pense notamment à Pascal Siakam qui était déjà candidat au All-Star Game l'année dernière, qui n'avait pas été pris. Je pense que ça doit lui faire beaucoup de bien d'avoir cette reconnaissance de la part de Giannis, de pouvoir vivre ça avec Kyle Lowry, avec Nick Nurse, et puis ça va être plaisant à voir quand même, ça va être cool. Mike, j'aimerais juste suggérer quelque chose, hein. Je voudrais connaître l'avis un peu de tout le monde sur le fait que les coachs peuvent pas coacher 2 années de suite. Est-ce que ça vous pose pas problème que ce soit encore Team Giannis et Team LeBron et que ça risque d'être encore, bon, peut-être pas Team LeBron pour toujours, mais que ça risque un peu d'être la même chose avec les 2 mêmes joueurs qui choisissent l'équipe les années futures? Et est-ce qu'il faudrait pas qu'ils choisissent, qu'ils fassent un autre système ou qu'ils prennent justement le numéro 2, numéro 3 et 4 du coup pour faire ça plutôt que d'avoir Team Giannis et Team LeBron chaque année, quoi. Ouais, moi je suis totalement d'accord, vraiment. Je pense que ce qui s'applique aux coachs, ça devrait s'appliquer aux joueurs. Surtout que on est tous globalement d'accord pour dire que le 5 majeur sera normalement dans la continuité. Enfin, les 10 titulaires All-Star seront globalement les mêmes dans les années à venir. Et il y a peu de raisons pour que LeBron change de choix et que Giannis change de choix au fur et à mesure des années. Donc ouais, ça pourrait être bien de voir des joueurs pas aussi forts, mais tout aussi médiatisés et tout aussi superstars avoir cette place de capitaine et de chef d'équipe dans une cour de récré. Ça pourrait être sympa de voir ça. Moi, je suis vraiment du même avis qu'on puisse changer. Si on aurait pu prendre les capitaines lors du premier tour, ça aurait été Luka Doncic qui était devant dans les votes, mais je pense que ce serait bien quand même de changer, de pouvoir avoir d'autres joueurs. Je pense que même pour la partie médiatique de la NBA, ça pourrait faire un bon changement de voir d'autres joueurs, comment ils vont choisir. Et surtout que pour moi, il n'y avait pas de surprise sur le premier choix. Je savais que LeBron allait prendre Anthony Davis, cela va de soi, et que parmi les réservistes, Giannis prend son coéquipier. Il n'y avait pas de surprise là-dessus, mais si on peut avoir d'autres joueurs, ce sera peut-être aux fans de pouvoir voter d'autres joueurs. Hein. Je ne sais pas s'ils vont prendre quelqu'un d'autre que LeBron ou... La communauté LeBron est trop... c'est ça, mais je pense que ce serait un bon point. S'ils font chez les coachs, ce serait bien de voir chez les capitaines aussi
ils peuvent faire une rotation. Oui, tout à fait. Je pense que ce serait une bonne idée de prendre le joueur dans le 5 qui est classé le plus haut. Et s'il est classé le plus haut 2 années de suite, comme pour les coachs, on prend le joueur de l'équipe qui est classé en dessous. Ou à la limite, comme ils sont 2, on prend Anthony Davis cette année. Ça pourrait changer un peu. Ouais, c'est une idée à proposer à la NBA. On enverra un petit mail et puis... Tu le diras si tu as un retour, Mike. Ouais. Bon, terminons cette page All-Star Game avec le Skills Challenge. Je pense qu'on va aller vite là-dessus. Siakam sera parti, il sera opposé à Adebayo. Là, la sélection, elle est vraiment diversifiée, on va dire. C'est vraiment pas un style de joueur. On retrouve Siakam, Adebayo, Dinwiddie, Sabonis, Derrick Rose, Middleton, Beverly et Tatum. Donc là, ils ont vraiment, ils ont pas ciblé un profil, quoi. Il y a un peu de tout. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez beaucoup? Généralement, c'est le concours le moins suivi, à mon avis. Si Pascal peut y briller. Si tu veux, ce concours-là, pour moi, c'est vraiment pour dire aux gens, venez, ça commence à telle heure, mais en fait, le vrai début des festivités, c'est le concours suivant, quoi. Pour être sûr qu'ils n'arrivent pas en retard. Tous les ans, ils changent les règles, tous les ans, enfin, voilà, c'est un peu dommage. La seule satisfaction qu'on aura, c'est que notre Pascal Siakam sera encore devant les caméras sur le parquet du All-Star Game. S'il peut le remporter, ça lui fera pas de mal. Maintenant, à voir ce que ça donnera. Concernant la polyvalence des profils dont tu parlais, je crois que ça fait quand même quelques années qu'ils choisissent de faire on va dire un guard contre un forward, et c'est toujours très drôle de voir des joueurs qui sont supposés ne pas savoir dribbler contre des meneurs de jeu ou des arrières, mais moi je vais prendre un petit peu à contre-pied Alexandre et probablement 99% des fans de basket sur cette planète. Moi c'est probablement le concours que je préfère, le Skill Challenge, parce que le dunk c'est spectaculaire, mais bon, c'est souvent la même chose, et puis c'est pas forcément basket à proprement parler, et le 3 points c'est intéressant, mais c'est quand même très répétitif, mais ouais, le Skill Challenge j'aime beaucoup, ça fait un petit peu parcours du combattant, et j'aime bien voir cette rapidité, enfin on dirait vraiment toujours dans cet esprit un peu All-Star Game et récréatif et enfantin, deux joueurs qui doivent faire la même chose mais le plus rapidement possible, et moi je prends beaucoup de plaisir à regarder ce concours-là, plus que le dunk et le concours à 3 points. Donc après, il est possible que je sois le seul sur cette terre à apprécier ce concours, mais j'aime bien le regarder, ouais. Non, idem, moi aussi, c'est mon concours préféré. Ah, cool, on est au moins deux alors. Ouais, c'est mon préféré. Par contre, je trouve ça dommage qu'on n'ait aucun représentant cette année au concours à 3 points, même si ça n'a vraiment jamais réussi à Kyle Lowry, mais ça aurait été bien peut-être d'avoir Fred, d'avoir juste vu qu'il était un petit peu peut-être l'un des contenders pour faire partie du All-Star, ça aurait pu être sympa. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement d'activités le samedi, et ça, c'est l'une des activités. Par contre, moi, je regarde ça parce que c'est le basket, mais le samedi, ce que j'aime le plus, c'est le dunk et les 3 points. Ce serait intéressant, ça va être intéressant de voir le retour de Dwight Howard au dunk. Je sais pas ce qu'il va faire, mais au côté des skills, je regarde, mais c'est pas vraiment mon truc préféré le samedi. Il est vrai que c'est une longue journée le samedi. Par contre, j'aurais aimé avoir d'une façon ou d'une autre la participation de Vince Carter. C'est sa dernière saison, et je ne sais pas s'il peut faire le dunk, ou bien faire le match des étoiles le dimanche, parce que l'année passée, on a vu que Nowitzki et Dwayne Wade, c'était le Adam Silver qui les a choisis pour qu'ils puissent participer aux festivités. Ce serait bien de le voir pour sa dernière saison participer à une chose que je ne sais pas s'il est encore aussi athlétique pour faire le dunk, mais ce serait bien de le voir dans les festivités du week-end. C'est son dernier, mais le fait de le voir avec une saison aussi longue, et il a réussi à faire pas mal de choses. Ce serait bien de le voir dans des activités pareilles. Je pense que ça conclut parfaitement ce troisième quart-temps. On passe maintenant au quatrième. C'est parti pour ce quatrième quart-temps. Peu de matchs puisqu'il y a la coupure du All-Star qui arrive. On a 2 matchs à venir cette semaine. La réception des Timberwolves dès lundi et un déplacement à Brooklyn mercredi pour terminer cette semaine. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous voyez cette semaine. Est-ce qu'on termine avec une série de 16 avant le All-Star Game ou est-ce que la série s'arrête avant? Les Wolves se sont bien renforcés. Ils ont gagné hier soir, il me semble, largement même. Ouais, largement. Ouais, et D'Angelo Russell n'a pas joué hier en plus. Donc on risque d'avoir une grosse équipe de Minnesota qui sera vraiment
différente de celle qu'on avait déjà affrontée. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous voyez pour cette semaine. On a 2 matchs. Non, mais je comprends pas. Minnesota, ils gagnent pas un match tous les 2 mois normalement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, blague à part, c'est sûr qu'il faudra se méfier. Je pense plus de Minnesota que de Brooklyn, a priori, même si ce sera à l'extérieur. Je pense que Karl Anthony Towns va avoir à cœur d'accueillir son pote comme il se doit et qui pourrait faire du dégât à l'intérieur. Maintenant, oui, la série peut être largement poussée à 16. On va pas commencer à dire qu'on craint Minnesota ou Brooklyn après avoir battu Indiana 2 fois de suite. Normalement, sur le papier, on est censé remporter ces 2 matchs. Je ne sais pas où on en sera au niveau des blessures, mais je pense qu'il y a moyen. Oui. Moi, je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis qu'il faut plus craindre Minnesota que Brooklyn. Parce que je pense que de toute façon, Karl Anthony Towns, on ne pourra pas l'arrêter. Enfin, il y a très peu de personnes qui arrivent à l'arrêter, donc on sait globalement qu'il mettra ses 30 points. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a autour, et je pense qu'on est vraiment meilleur, sans forcément manquer de respect à cette équipe de Minnesota que j'affectionne d'ailleurs. Je pense qu'on sera à même de battre les Wolves, mais je pense qu'un match au Barclays Center peut vraiment être plus compliqué, surtout avec le scénario du match d'hier, des Nets qui ont jamais abdiqué, alors que je crois que l'écart est monté à quasiment 20 points, 18 il me semble, et qui vont être très déçus de perdre sur une claquette ratée de Joe Harris. Donc je pense qu'on va gagner les 2, mais il faudra se méfier du match à Brooklyn. Je suis du même avis. Je pense que Brooklyn, ça va être très, très difficile. Heureusement que Minnesota, on les a à la maison. Si je ne me trompe pas, je pense que je ne sais pas si Marc Gasol sera de retour avant ou bien s'il revient après le All-Star. Ça va être difficile si Kyle Lowry ne joue pas. Ça va être très difficile. Mais ce que les Raptors ont démontré les derniers matchs, je peux parier qu'on aura les 16, qu'on aura les 16 victoires avant la trêve. Parce que statistiquement, je ne pense pas que c'est des équipes assez fortes. Mais quand même, Brooklyn, c'est une équipe qui est bien coachée, qui a des jeunes talents. Et puis, ils seront chez eux. Ça va être un match difficile à négocier. Mais je pense que les Raptors peuvent gagner les 2 juste avant la pause. Alors, pour finir, moi, en ce qui me concerne, je serais positif également par rapport aux 2 matchs. Minnesota, il va falloir qu'ils apprennent à jouer ensemble malgré tout. Ils ont gagné contre qui? C'était contre Clippers. Contre les Clippers. Bon. Ouais. Avec un Malik Beasley en feu, et je suis pas sûr que ça puisse arriver 2 matchs de suite. Oui, voilà, tout à fait. Il va falloir acclimater D'Angelo Russell, même s'il a déjà joué avec Karl Anthony Towns. Je pense qu'il va y avoir un temps d'adaptation tout de même. Karl Anthony Towns, il marque pas ses 30 points à chaque match. Bon, on avait Marc Gasol, mais au premier match contre nous, on l'avait bien arrêté. Il n'en avait marqué que 12. Il revenait de blessure, mais on avait fait un gros match contre lui défensivement. Et en ce qui concerne Brooklyn, je suis prêt à parier que Caris LeVert ne refera pas un match à 37 points. Donc, je suis assez confiant aussi par rapport au déplacement. Marc Gasol, il me semble, il revient après le All-Star Break. Ils ont voulu lui donner beaucoup plus de repos. Kyle Lowry, a priori, c'est pas grave, mais je pense qu'ils vont pas prendre de risques non plus et on devrait pas le revoir avant le 21 février contre les Phoenix Suns. Pour conclure, alors, on va passer au Money Time. On a déjà un peu donné nos pronostics, on va juste les figer dans le marbre, comme on dit. C'est parti, Money Time. Alors, pour le Money Time, on va un peu changer, parce que la semaine dernière, on avait donné des bilans, mais je pense que c'est mieux de donner juste le pronostic sur chaque match et de mettre des points remportés pour le bon pronostic sur chaque match, parce que dire 3-1 par exemple, on ne sait pas sur quel match est la défaite par exemple, donc on va pronostiquer chaque match. Dites-moi d'ailleurs en premier Minnesota à domicile demain lundi. On a oublié aussi la performance de Ibaka dernièrement. Les derniers matchs, il a été extraordinaire côté attaque et défense, donc il va bien défendre contre Towns. Je ne sais pas, j'aurais pas peur de Minnesota, même si ils ont eu quand même de bons joueurs qu'ils ont ajoutés. Je pense qu'on va gagner le match demain, surtout que c'est à domicile. Mais on va compter beaucoup sur Ibaka qui joue extrêmement bien. Je pense que les années qui viennent de passer au Raptors, c'est vraiment sa meilleure saison à mon avis. C'est sa meilleure saison statistiquement, même en termes d'impact. Je pense qu'on aura le match de demain. Alex, ton prono?
Oui, je pense qu'on peut espérer une victoire quand même contre Minnesota. Comme tu l'as dit, la saison d'Ibaka est impressionnante. On aura besoin de lui sans Marc Gasol. J'espère aussi un retour de Kyle Lowry assez rapide quand même, parce que comme tu l'as dit, Étienne, il est quand même très, très précieux dans l'organisation. Mais normalement, oui, je pense qu'on devrait s'imposer contre Minnesota demain. Étienne. Pareil, je vais partir sur Raptors parce que je pense que sur le backcourt, on est vraiment supérieur. Je ne sais pas encore si Dilo jouera, mais même s'il joue, on connaît l'impact défensif qui est le sien. Donc, je vais partir sur Raptors. Ouais. Ok, Mélanie, tu joues pour les invités. Moi, j'irai Raptors aussi. Très bien, ça sera Raptors pour moi. Allez, on pronostique le dernier match à Brooklyn, Patrick. Ce sera Raptors aussi, mais ce sera un match difficile parce que le match avant la pause, c'est toujours les gens pensent à la plage. Ce sera un match très difficile, mais je pense qu'ils peuvent gagner ça. Très bien. Alex? Oui, allez, une victoire aussi des Raptors, une série à 16 avant le All-Star Break. On garde la bonne dynamique. D'autant plus que la plage à Chicago au mois de février, faut avoir du courage. Moi, je suis totalement l'avis de Patrick. Je pense que ça va être un match très compliqué avec les esprits qui seront ailleurs pour tout le monde. Je vais partir sur Raptors. En fait, le problème, c'est que moi, vous pouvez me demander mon avis sur les 82 matchs. Je vais dire Raptors, mais je pense qu'on peut le prendre celui-ci parce que, comme tu l'as dit, Mike, Caris Levert ne fera pas des matchs à 37 points tout le temps. Et aussi parce que Siakam jouera probablement mieux qu'hier. Donc ouais, allez, victoire Raptors également. Et pour finir, Mélanie? Raptors aussi. Ok, ça sera Raptors pour moi. On est tous d'accord. Eh ben, merci à vous d'avoir participé. J'ai oublié quelque chose en pleine émission. Je vais la mettre maintenant. J'avais une interview de Chris Boucher que j'avais promis en plus. J'ai dit que je la mettais pas sur YouTube après le match comme je fais habituellement et que je la passais dans l'émission. Et je l'ai oublié en début. Donc, pour conclure cette émission, je vais offrir cette interview de Chris Boucher. Merci à tous d'avoir participé et let's go Raptors. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut. Dis-moi un peu comment est le niveau de confiance de l'équipe à présent. Je pense que le niveau de confiance a toujours été le même, mais c'est sûr que maintenant avec plus de victoires, ça donne la preuve qu'on est capable de jouer, mais je pense qu'on a toujours été confiants et on essaie de gagner chaque game. Dis-moi, moi je voulais te demander par rapport au rebond offensif, on voit que tu es excellent dans ce domaine. Est-ce que c'est un truc que tu travailles ou c'est quelque chose que tu as, le timing que tu as toujours eu par rapport au rebond offensif? Je pense que c'est peut-être quelque chose que j'ai toujours eu. J'ai toujours eu ambition de voir où est-ce que la balle va. Juste parce que mes réactions, c'est toujours dernier. Alors, quand je vois la balle aller, mon premier mouvement est souvent où est-ce que la balle va. Alors, je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup. Je pense que c'est plus d'instinct que d'autres choses. Est-ce que tu peux me dire un petit mot sur le match de Caris Levert ce soir? Il a été vraiment bien joué. Comme j'ai dit, moi, je suis content pour lui, surtout qu'il est revenu de blessure. Je pense que c'est bien de voir quelqu'un qui a une grosse blessure revenant comme ça et joue bien. Je vais continuer à inspirer pour lui parce que je le connais depuis longtemps aussi. Okay, on a sondé un peu les fans aussi des Raptors, savoir s'ils avaient des questions à te poser. Quelqu'un a demandé, est-ce que Nick Nurse t'a parlé par rapport à ton rôle une fois que Marc Gasol est revenu? Est-ce que vous avez discuté un peu à ce sujet? Comme il m'a dit, la chose c'est qu'il a décidé de rester prêt, puis on ne sait jamais ce qui va arriver. Alors, c'est juste ce que je peux faire. Lowry for three.